Bienvenue dans cette séance qui sera consacrée à la synthèse d'un ester au laboratoire. Alors, vous savez tous que les esters ont un rôle important dans l'industrie agroalimentaire. Nous pouvons citer quelques exemples d'esters tels que l'acétate d'éthyle, l'acétate d'isohermyle, l'acétate d'isobutyle, l'acétate de phényl, l'hexaonate d'éthyle, le caprylate d'éthyle. Alors nous allons nous intéresser à cet ester-là. Alors, vous savez aussi également que l'estérification, c'est une réaction lente, limitée, c'est-à-dire il mène à un équilibre chimique, et athermique, ce qui veut dire c'est une réaction qui n'est ni exoénergétique, ni endoénergétique. Au laboratoire, cette réaction lente qui peut durer quelques jours peut être réalisée en moins d'une heure. Donc, on va s'intéresser à cette première partie de l'exercice, donc fabrication d'un ester dont le rôle va être une intensification de saveur d'un produit alcoolique. Alors, l'ester qui nous intéresse a cette formule semi-développée. Donc, en question de nomenclature, donc on donne au carbone fonctionnel, la fonction c'est ça, le numéro 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est l'hexane, et ça c'est le radical éthyle. Donc l'ester, ça va être nommé de cette façon, c'est l'hexanoate d'éthyle. Donc sa synthèse suit cette équation chimique. Donc c'est la réaction en fait entre un acide carboxylique qui a cette fonction d'acide et un alcool qui a ce groupement COH qui va donner l'ester et l'eau. Donc le mécanisme, ça va être effectué de cette façon-là. Donc ici, vous avez un centre électronégatif. Et ça, le carbone fonctionnel de l'acide, c'est un centre électropositif. Donc vous aurez cette réaction qui va s'effectuer de cette façon-là. Donc une liaison entre O et C de l'acide qui va s'établir et qui va s'amener d'une rupture de liaison COH. Et donc, il y aura formation de OH- et ici un H+. La combinaison des deux, ça va nous donner la molécule d'eau. Alors, comme on vient de dire, c'est une réaction limitée, donc il mène à un équilibre. C'est une réaction également lente, donc il peut durer un certain nombre de jours, et athermique. Donc nous, au laboratoire, cette réaction peut être faite en moins d'une heure.
nous allons voir comment on va opérer pour limiter la durée nécessaire pour que cet équilibre soit établi. Alors, cet ester-là, il permet d'obtenir des arômes de fruits rouges, donc un arôme de fruits rouges, et qui permet d'intensifier le goût d'un produit alcoolique. Donc, pour le synthétiser, il y a deux réactifs qui sont l'acide hexanoïque. Donc, l'acide hexanoïque et l'éthanol. Et donc, il va donner l'hexanoate d'éthyle, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, O, plus la molécule d'eau. Alors, pour rendre cette réaction accessible au labo, il faut jouer sur certains facteurs, à savoir la température et utiliser un catalyseur adéquat. Également, il faut jouer sur un paramètre qui consiste à mettre l'un des réactifs en excès dans le milieu réactionnel. Ça va permettre d'augmenter le rendement de cette réaction. Alors, dans l'exercice, on vous donne une série de valeurs concernant la densité volumique de l'acide et de l'alcool, leur masse molaire également, la masse molaire de l'ester utilisée, et on vous donne une table de spectroscopie infrarouge qui concerne les différentes liaisons. Par exemple, la liaison CO divalente qui se trouve dans l'acide carboxylique et dans l'ester. Donc, il y a un pic d'intensité forte aux environs d'un nombre d'ondes variant entre 1680 et 1740 cm-1. Il y a aussi, si dans la molécule il y a présence d'une liaison au H alcool lié, c'est environ 3200-3400 cm-1, avec une intensité forte et un pic large. Également OH pour l'acide carboxylique, c'est pour cette plage de longueur d'onde, et une intensité forte à moyenne et large, etc. Donc ça va nous permettre de spécifier le spectre qui correspond à notre produit qui est l'hexanoate d'éthyle. Et ces données-là de masse volumique vont nous permettre de déterminer la composition chimique du mélange réactionnel à l'instant initial. Alors, maintenant, concernant les questions posées dans cet exercice. Alors, en question 1, nommer l'ester, donc on a fait ça avec sa formule topologique, donc c'est l'hexanoate d'éthyle. En 2, formule semi-développée de l'acide carboxylique et de l'alcool. Donc en fait, l'acide carboxylique, c'est l'acide hexanoïque, et l'alcool, c'est tout simplement l'éthyle. Donc ici, la composition chimique du mélange réactionnel à l'instant initial. Donc on utilise 20 ml d'alcool et 43 ml d'acide. Et on chauffe
à reflux, c'est-à-dire on utilise le chauffage à reflux. Donc on obtient une masse M de l'ester, c'est-à-dire à l'équilibre. Donc on vous demande ici de justifier le double intérêt du chauffage à reflux. Donc on utilise un ballon muni d'un réfrigérant plutôt. Donc c'est pour, donc on chauffe, c'est-à-dire on augmente la température. Donc on peut utiliser, au lieu de la température ambiante, on peut utiliser une température de 50, 60, 70 degrés C, par exemple. Et ça, c'est pour accélérer la réaction chimique. Et le chauffage à reflux, ça nous permet d'éviter la surpression dans le ballon, tout en évitant aussi la perte du produit. Donc le produit ne se perd pas. Donc éviter la perte du produit qui est ici l'ester. En fait, dans cette réaction, on utilise également des pierres ponces. Alors, en 4, l'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur. Donc, acide sulfurique, c'est H2S4. Donc, en fait, pourquoi on l'utilise? C'est pour augmenter le centre électropositif de l'acide. Donc, l'acide, c'est ça. Donc, on augmente ce centre électropositif pour favoriser la liaison entre ce carbone-là et, donc pour l'alcool, vous avez ça, R'OH, ça c'est centre moins, ça c'est centre plus, donc on favorise cette liaison chimique entre ce carbone de l'acide carboxylique et ce centre électronégatif de l'alcool. Et on obtient donc l'ester plus cette molécule-là qui est l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce catalyseur-là? Donc, c'est une espèce chimique qui, en fait, accélère la réaction en favorisant ce lien-là, centre négatif avec centre positif. Donc, il participe aux étapes intermédiaires de la réaction, mais sans qu'il intervienne dans l'équation bio. Donc, vous n'allez pas trouver un H+ dans l'équation bio. D'ailleurs, l'équation déjà mentionnée, il y a l'acide plus l'alcool qui est dans l'ester plus l'eau. Donc, il n'y a pas de H+ dans cette équation bio. Bon, maintenant, en question 5, on vous demande de montrer que les réactifs sont dans des proportions pratiquement stoichiométriques, c'est-à-dire le nombre de moles de l'acide initial est égal au nombre de moles de l'acide de l'alcool à l'instant initial. Donc, comment montrer ça? Donc, il suffit d'écrire Na. En fait, par définition, c'est la masse de l'acide sur sa masse molaire. Et en introduisant, parce que ça c'est des liquides, donc on va introduire la densité volumique. Donc c'est ρA fois le volume utilisé, donc VA, divisé par la masse molaire. Donc de même pour NP, c'est-à-dire N de l'alcool, donc ça c'est l'acide pour l'alcool, donc c'est NB initialement, donc c'est ρB VB sur la masse molaire de l'alcool. Donc avec les données fournies dans l'exercice, on va trouver que Na sensiblement égal à
NP égale 0,34 moles. Donc, ils sont introduits dans des proportions stoichiométriques. Et on va voir que dans ce cas-là, le rendement de la réaction, ça ne va pas être un rendement important. Alors, concernant maintenant le calcul de rendement de cette réaction-là, lorsque les réactifs sont introduits dans des proportions stoichiométriques, donc par définition, le RDT, c'est N expérimental sur N théorique. Donc, ici pour le N théorique, donc en fait, je peux multiplier ici par 100 pour avoir un rendement en pourcentage. N théorique, c'est-à-dire tout en supposant que cette réaction est totale. Donc, s'il est total, donc l'un des réactifs va être éliminé à la fin de la réaction. Donc, et puisqu'on a des coefficients stoichiométriques tous égaux à 1, donc N théorique, ça va être nombre de moles initialement utilisés pour l'acide ou pour l'alcool. Et N expérimental, on va l'utiliser, on va l'obtenir de cette donnée-là. N expérimental, si en fait c'est la masse de l'ester obtenue sur sa masse molaire. Et donc ça c'est 33,1 g sur 144,2 g par an. Et donc si vous faites le rapport, vous allez obtenir un rendement égal à 68%. Donc ce n'est pas un rendement assez important. Donc c'est un rendement qui n'est pas celui des réactions utilisées proprement dit dans des synthèses organiques. Alors on vous donne ici un suivi de cette réaction chimique, donc suivi de l'évolution de la concentration de l'acide carboxylique restant en fonction du temps, pour des conditions, ce qu'on appelle des facteurs cinétiques différents. Alors pour la synthèse 1, il y a le mélange, c'est un mélange équimolaire, donc les réactifs sont introduits dans des proportions stoichiométriques avec l'utilisation d'un catalyseur et une température pas beaucoup trop grande, c'est 50 degrés C. Pour la synthèse 2, le mélange maintenant, ce n'est pas un mélange équimolaire, donc les réactifs ne sont pas introduits dans des proportions stoichiométriques en gardant la même température et l'utilisation du catalyseur que pour la synthèse 1. Pour 3, on reprend le respect des mélanges équimolaires, mais en augmentant cette fois-ci la température de la réaction chimique. Alors, on tranche maintenant sur la courbe qui représente la synthèse correspondant à un rendement faible et celle qui correspond à un rendement maximum. Donc, pour la synthèse 1, il n'y a pas une température assez grande en comparaison avec la synthèse 3 et le rendement ne devrait pas être un rendement très grand. Donc, le rendement, ça va être autour de 67%. Donc, si on s'intéresse à cette courbe 1A, ça va correspondre à
la synthèse 1. Pourquoi? Parce que si on fait les calculs, on va trouver effectivement que ce rendement c'est 68%. Maintenant, pour la courbe extrême C, on voit ici que le nombre de moles de l'acide restant est très petit, restant à la fin de la réaction. Ça veut dire que l'acide carboxylique a réagi de manière très poussée, très marquante. Donc ça va nous donner un rendement optimal. Donc le rendement optimal, ça va correspondre à l'un des réactifs utilisés en excès et une température importante, admissible. Donc ici, l'excès, un des réactifs en excès, ça va correspondre à la synthèse 2. Donc ça va être synthèse 2. Et donc P, ça va être synthèse 3. Donc voilà pour les facteurs cinétiques intervenant dans cette réaction et leur effet sur l'évolution de la concentration de l'acide en fonction du temps. Alors, nous voulons enfin identifier le spectre infrarouge qui correspond à notre ester, à savoir l'hexanoate d'éthyle. Et cet ester, on sait très bien qu'il comporte la liaison CO et cette liaison-là au éthyle. Donc, et cette liaison-là, c'est marqué autour de 1670 cm moins 1. Alors, c'est aux environs ici. Donc, pour le spectre 1, il n'y a pas de pic marqué autour de cette valeur-là. Donc, cette liaison CO n'existe pas. Et donc, le spectre 1 ne correspond pas à l'ester formé. Alors maintenant, pour le spectre 2, donc on voit bien qu'il y a un pic aux alentours de 1680, c'est le pic qui va correspondre à la liaison CO, mais il y a aussi un pic autour de 3000, donc de 1900, c'est qui correspond à la liaison OH d'acide. Donc, ici, en principe, ça va correspondre à l'acide carboxylique et non pas à l'ester. Donc, le spectre 2 ne correspond pas à notre ester synthétisé. Alors, il nous reste maintenant le spectre 3. Donc, on voit bien qu'il y a un pic ici qui va correspondre à la liaison CO. Mais il n'y a pas de COH, il y a ici un pic A qui va correspondre à CH trigonal. Et donc, c'est le spectre infrarouge qui correspond à l'ester synthétisé qui est l'hexanoate d'éthyle. Donc voilà une façon comment on sélectionne à partir d'un spectre infrarouge, on sélectionne le produit de la réaction chimique convenable. Donc voilà une façon de faire une synthèse organique, une synthèse d'un ester
très utile dans l'agroalimentaire